Alors, dans cette table ronde, j'ai choisi peut-être de parler plus spécialement de deux décennies où la question de la définition de la vie religieuse dominicaine légitime s'est posée d'une manière très, très crue et parfois très dure. En effet, il y a eu un rapide basculement dans le rapport des dominicains à leurs normes de vie. Au chapitre provincial, dans la province dominicaine de France, donc au chapitre provincial de 1963, il est rappelé que les dominicains sont des contemplatifs. Et que par conséquent, les observances de la vie conventuelle doivent être pour eux les matrices de leur rapport à la vérité religieuse. Quelques années plus tard, en 1969, c'est tout à fait une autre affirmation qui est faite par le chapitre provincial. Il est affirmé que l'engagement dans un parti politique est recommandé aux frères prêcheurs, que le travail est également recommandé, et ce chapitre provincial de 1969 légitime des petites communautés vivant insérées dans le monde et d'une manière indépendante aux structures conventuelles. Alors, comment en est-on arrivé à ce changement, à ce basculement? Il serait, à mon avis, trop rapide de tout imputer au Concile Vatican II. Il y a de multiples causes, de plus ou moins long terme, qui jouent à cette période-là. Un effet de génération, puisqu'il y a à partir des années 30 un certain nombre de jeunes dominicains qui ont été socialisés dans le scoutisme et dans l'action catholique, et qui ont donc une spiritualité christocentrique, puritaine, qui considèrent avec une certaine défiance les spiritualités dualistes qui nécessitent de mettre le monde à distance. Il y a aussi, bien sûr, le renouveau de la problématique missionnaire, dont on a entendu parler tout à l'heure avec Étienne Fouillou et la collection Rencontres. Il y a bien sûr donc l'expérience parmi les dockers de Jacques France Pays de Mission. Donc ces constats qui sont appuyés par les expériences que font certains dominicains engagés dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale ou plus tard, durant la guerre d'Algérie. Il y a bien sûr, dans cette remise en cause de la vie religieuse, tout de même un effet du Concile Vatican II, puisque dans les années 60, l'ambition de revenir aux sources aboutit à questionner les formes de la vie religieuse. André Duval publie une histoire des constitutions de l'ordre et il montre qu'au XIXe, un contresens a abouti à donner aux observances monastiques un poids qui n'est pas tout à fait dominicain. Également, dans la dynamique conciliaire, il y a une enquête menée par le frère Lucchini sur le public touché par les prédications de l'ordre. Et cette enquête montre que, eh bien, essentiellement, à 69%, ce sont des catholiques convaincus qui sont touchés par la prédication, que 28% par ailleurs du temps des frères est mobilisé par les activités conventuelles, et que par conséquent, les incroyants n'occupent que 2% du temps de prédication, du temps d'activité pastorale des frères. Constat qui, bien sûr, est retourné contre le couvent, contre un style de vie qui apparaît comme un obstacle à la vie religieuse. Et puis, bien sûr, à toutes ces problématisations va s'ajouter celle de mai 68, qui résonne d'une manière tout à fait particulière au sein de la province dominicaine de France, puisqu'au Solchoir, les jeunes religieux contestent les formes de la vie religieuse qu'ils considèrent comme surannées, et ils désirent un autre avenir dans l'ordre, un avenir que pourrait incarner un travail et des petites communautés engagées dans le monde. Rejoindre la condition ordinaire des hommes apparaît alors comme le moyen d'une fidélité plus authentique, finalement, à la prédication. Alors, quelles conséquences a eu ce renversement un petit peu entre 63 et 69 du rapport à la vie conventuelle, ce renversement de la définition de ce que doit être la vie religieuse légitime? Eh bien, plusieurs effets. Tout d'abord, donc, le chapitre de 69 légitime le pluralisme des interprétations de la vie dominicaine. Et ce pluralisme va permettre une recherche d'une nouvelle manière d'être dominicain dans le monde. Et entre 1967 et 1974, 7 petites équipes, comme on les appelle à l'époque, 7 petites équipes de frères vont tenter de fonder des communautés de base où, dans le creuset d'une expérience communautaire, ils vont chercher à refonder à la fois l'Église et l'identité dominicaine. Certains couvents seront également traversés par cette recherche. Le couvent de Dijon, par exemple,
certains frères proposeront de le transformer en centre spécialisé dans la prédication audiovisuelle, ce qui supposerait de transformer la chapelle conventuelle en cinéma d'art et d'essai. Donc, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, le deuxième effet de ces réformes, c'est bien sûr une crise profonde, une division entre couvents, entre frères, entre ceux qui sont attachés à un style de vie conventuel et ceux qui rechercher un nouveau style de vie dominicain. Cette division va aboutir à des conflits très durs. Entre autres, le couvent de l'Annonciation, au début des années 1970, une partie de ses frères sera, je dirais, un pôle d'opposition à la politique du provincial Nicolas Rettenbach. À partir de 1975, c'est le couvent de Nancy qui décidera de suspendre sa participation financière à la vie de la province pour ne pas subventionner des théologiens qui semblent aux frères de Nancy hétérodoxes. Ce flou, bien sûr, va se traduire par un tarissement du recrutement, puisque le maître des novices de l'époque, le frère Vachette, dit qu'il est très ennuyé parce qu'il ne sait plus quel modèle proposer aux frères et le noviciat va fermer, ainsi que le Solchoir en 1974-75, faute d'effectifs suffisants. Et par ailleurs, quatrième effet, la province est frappée par un certain nombre de départs, 80 départs entre 1967 et 1978, pour les 2/3 des frères ayant fait leur profession solennelle entre 1950 et 1969. Et bien sûr, ces départs alimentent la division, car comment les interpréter? Est-ce que ces départs sont le signe de réformes insuffisantes qu'il faut prolonger, ou sont-ils au contraire un signe de réformes qui ont été trop audacieuses? Bien sûr, les motivations de son départ sont extrêmement hétérogènes. Alors, en épilogue, à la fin de cette décennie, de la décennie des années 70, pourtant l'ambiance change. L'ambiance change et en 1978, il y a un courrier qui, je trouve, est assez intéressant, c'est vraiment une pièce symptomatique du provincial Albert Rollin, qui écrit aux frères du couvent de Rouen pour arrêter leur démarche de vente du couvent. Et quel est l'argument qu'il mobilise? Eh bien, les novices qui viennent de se présenter à l'ordre sont, écrit-il, ils ont un penchant pour les témoins vénérables du monachisme ancien. Et donc, par conséquent, et il écrit par ailleurs qu'ils ne sont pas les enfants de mai 68. Et là, à partir de cette époque, il y a une autre période de l'histoire dominicaine qui s'ouvre, mais là, je ne suis plus compétent pour en parler. Je prends la parole, j'espère plutôt comme historien, mais en partant du constat que de fait, le champ d'études qui nous est proposé comme réflexion aujourd'hui est un champ d'une terra quasi incognita pour les historiens, en tout cas qui est, sinon complètement vierge, du moins très très mal défriché, peut-être un peu moins pour la période 65-80, donc il commence à y avoir des travaux dans ce délai, sont un peu d'illustration, ensuite on est vraiment dans l'approximatif, et qui en même temps est un champ qui va être de plus en plus passionnant à mesure qu'on va pouvoir s'y pencher. Alors je distinguerai trois points que je veux juste aborder rapidement comme piste de réflexion. Le premier point, un point de départ, c'est une question: comment essayer de comprendre ce paradoxe que l'ordre dominicain, dont on peut dire qu'en France il triomphe avec l'événement conciliaire. Je reprendrai ici, pour l'appliquer à tout l'ordre dominicain en France, ce que Étienne Fouillou a appliqué du Sauchoir, en parlant du Sauchoir glorieux, par analogie avec les mystères du Rosaire, un mystère, on peut dire que l'ordre dominicain qui a profondément contribué à l'événement conciliaire dans ses préparations lointaines et prochaines à sa réalisation elle-même, je ne reviendrai pas, a été un vrai triomphe pour l'ordre. Je suis témoin pour avoir étudié qu'au couvent de Toulouse, les événements conciliaires étaient reçus avec beaucoup de gratitude, en particulier en matière de liturgie, quand il a fallu voter l'application des changements liturgiques avec une unanimité absolue d'entrée dans la ligne du concile. C'est-à-dire que l'ordre a reçu très profondément, je crois qu'on doit pouvoir compter sur les doigts d'une main des frères dominicains français qui ont refusé le concile, il y en a quelques-uns. Bon. Donc, comment un événement glorieux et triomphant a pu produire, dans les décennies qui suivirent, à partir de 65, sinon un désastre, du moins une désagrégation, une décomposition très profonde, avec, je ne reviendrai pas, il y a bien les évoquer,
ces départs en masse, ces fermetures de couvents, ces fermetures de maisons d'études, ces fermetures de noviciats, ces questionnements. Il y a une question très grave qui remet l'ordre, je crois, in medio ecclesiae, parce que c'est une crise qui dépasse de beaucoup l'ordre, mais je crois que l'ordre, sans fierté de dire qu'il a joué un rôle profond, en tout cas en France, à la préparation du Concile, commence-t-il retrouvé, complètement dépassé, parce que c'est pas un peu comme ce clergé qui, en 89, avait applaudi les événements révolutionnaires et se retrouve complètement dépassé par la vague peu de temps après. Voilà. Là, il y aura une grande question qui sera intéressante. Deuxième point, il y a des renouveaux. Yann les a évoqués, et je vais justement prendre le relais. La France dominicaine a su rebondir de belle manière dès le début des années 70. Et un point qui me paraîtrait intéressant à poser, c'est comment ce renouveau de la vie dominicaine ne doit absolument rien au thomisme et à la vie intellectuelle. Ça, je crois que c'est une idée assez profondément pour moi importante, c'est que les renouveaux qu'il y a eu dans la vie dominicaine sont nés d'un retour au primat de ce que Éric a appelé les éléments fondamentaux de la vie dominicaine, retour à une véritable vie conventuelle, communautaire, avec une forte vie, avec une belle vie liturgique, une vie contemplative, une vie fraternelle développée, un apostolat communautaire, mais tout cela dans un cadre renouvelé. Je crois que tous ces éléments de renouveau ont commencé, alors c'est vrai à Toulouse, dès la fin des années 70, ils se sont faits sans aucune espèce de nostalgie. Il ne s'agissait jamais de revenir à Saint-Maximin, de revenir aux Sauchois, qui étaient des éléments dont on avait très vu les limites, mais d'une manière renouvelée. Et je tiens ici à saluer la figure d'un homme qui a joué un rôle très important, on prendra conscience, je pense, peu à peu, en tout cas pour nous dans la province de Toulouse, mais qui est affaire de la province de France, qui est le père Joseph Kopf, qui avait été élu provincial de Toulouse en 67, après avoir fait 2 provinciales en province de France. Il est venu dans une province qui était désolée, la province de Toulouse était en crise bien avant le Concile. Il a été élu pour 2 mandats et il s'est trouvé providentiellement pour être celui qui va imposer, mais promouvoir dans la province ce retour aux éléments fondamentaux, alors que ça se disloquait partout, mais d'une manière moderne. C'était un homme très profondément de son temps, mais qui disait que la vie dominicaine ne survivra pas si elle ne revient pas à la vie conventuelle, la vie liturgique. Et Joseph Kopf avait un rôle énorme pour promouvoir la composition liturgique en Prémousse, qui avait joué un rôle énorme aussi dans cette fédération d'un renouveau dominicain autour d'une vraie liturgie, après le désarroi d'avoir abandonné le latin, ce que tous les frères souhaitaient. Il n'y avait plus rien. André Bouze arrive, soutenu par le père Kopf, et une équipe de frères, dont Jean-René Boucher, Jean-Philippe Lovell, des frères de la province de France qui sont venus pour participer à ce modèle, Jean-Miguel Garrigue, Albert de Montléon, François Lescuy et d'autres. Et un frère va jouer un rôle de transfert de ce nouveau modèle, c'est Jean-René Boucher, qui va ensuite partir un peu en quelque sorte, importer des éléments essentiels, je crois qu'on pourra le dire à Strasbourg, qui va devenir le lieu de réouverture du noviciat de la province de France, je crois en 80. Donc des passeurs de cette forme-là qui ont compris qu'il fallait revenir aux éléments fondamentaux, au-delà de toute idéologie, sans référence nostalgique au passé, mais parce que ce sont des éléments structurants de la vie dominicaine. Voilà, et ça, je crois que c'est un point important pour revenir à l'essentiel de la vie dominicaine. La vie intellectuelle vient après. D'où mon dernier point, qui est la question de la vie intellectuelle. De fait, on peut dire que les années post-conciliaires n'ont pas été des années, depuis la fin du concile, on n'a jamais retrouvé d'efflorescence d'une théologie dominicaine telle qu'elle a été dans les années 1920 jusqu'aux années 60. Les seules lumières prestigieuses étaient déjà formées avant la crise conciliaire, donc on peut dire qu'il y a eu non pas une stérilisation, mais en tout cas une anémie de la production théologique dominicaine dont on n'est toujours pas sorti aujourd'hui. La référence à saint Thomas est une référence très problématique, qui était même été proscrite dans pratiquement toutes les provinces. Le renouveau conventuel à Toulouse s'est fait explicitement en dehors de saint Thomas. On a réouvert un couvent d'études de Toulouse, mais on ne voulait pas d'études thomistes, on voulait d'études renouvelées à base de patristique, de Bible, de langues anciennes, pas de saint Thomas. Donc, au couvent de Marseille, on a joyeusement cassé la statue de saint Thomas dans les années 70, on a déniché, on a cassé, enterré, donc une haine quasi de saint Thomas. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, reste la question, quel modèle dominicain d'études, sachant que depuis 10 siècles, la formation dominicaine a toujours passé par la formation à l'école de saint Thomas. Et on n'a jamais vu autre chose. On n'imagine pas les carmes apprenant la vie carmélitaine sans passer par des grands textes traditionnels de Thérèse et de Jean Lacroix. On imagine difficilement une vie dominicaine qui, durablement, se passe de cette formation d'inspiration thomiste. Il y a la question de la fermeture des lieux de formation dominicain. La crise n'a pas permis facilement de réouvrir tous ces lieux qui ont été fermés, le Sauchois en 75, à Toulouse dès 67,
studiums étaient fermés, plus de studiums, les frères ne sont plus formés par des frères dominicains, ils vont dans les instituts catholiques, dans des lieux divers, on tâche de pallier les difficultés. C'est une vraie question. Hein. Comment dans l'avenir peut-il y avoir un renouveau dominicain s'il n'y a pas des lieux d'études qui sont fondamentalement dominicains, inspirés à l'école de saint Thomas? Alors, dernière question, quel saint Thomas? Évidemment, c'est là que le défi est grand. Il est clair qu'il n'est plus question de revenir à un enseignement de saint Thomas tel qu'il s'était imposé dans la grande tradition des siècles classiques. Il faut faire autre chose. On a évoqué les grandes figures du Père Gardeil, tous les grands rénovateurs thomistes montrent qu'il y a une quantité de nouvelles manières d'inventer de manière d'être thomiste, mais je pense que ça reste un défi profond, au-delà des clivages idéologiques, droite, gauche, progressiste, intégriste, et de voir qu'il y a une nouvelle manière que les provinces françaises vont chercher, de revenir à une matrice intellectuelle, qui n'est pas pour la personne de Thomas, mais un véritable héritage intellectuel profondément fécond, qui n'est encore pour l'instant n'est pas résolu. Et je pense que ce sera un des défis pour l'ordre dans les prochaines années, de chercher quelle unité intellectuelle retrouver dans une diversité, il y a toujours une grande diversité thomiste même dans l'ordre, mais qui se fasse sur des bases qui permettent vraiment à l'être dominicain de s'épanouir. Pour cette table ronde, j'ai voulu travailler la question de la contribution des dominicains français à la vitalité et au gouvernement de l'ordre des prêcheurs après le Concile Vatican II et évoquer quelques figures. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en évoquer plus d'une, mais nous verrons. Ce n'est pas en historien que j'aborde cette question, mais plutôt en témoin. Lorsque j'étais maître des novices dans les années 80 et prieur provincial dans les années 90, on m'a souvent posé la question: comment se fait-il que les dominicains, à la différence de la plupart des autres ordres religieux anciens, recrutent quand même un tant soit peu dans cette période de pénurie des vocations, en particulier en France? Et je reste convaincu que c'est parce que, une raison parmi d'autres, je n'en donne qu'une, l'ordre a réussi, dans cette période troublée de l'après-concile, à maintenir vivants et repérables les éléments fondamentaux de son charisme. Et j'utilise le mot fondamental à dessein parce que précisément durant cette période troublée, les dominicains ont réussi à adopter solennellement, après le concile, en chapitre général, une constitution fondamentale qui définit le propos de l'ordre et qui constitue le premier numéro de nos constitutions. Malgré le travail régulier de révision de celle-ci, depuis lors, depuis 1969, les dominicains n'ont pas remis en question la définition fondamentale de leurs propos. Et c'est très intéressant de le noter. Ces éléments fondamentaux ont été en outre incarnés dans tout l'ordre, mais en France en particulier, par des figures, des existences de prêcheurs, des noms. Pour chacun des éléments, nous pourrions nommer un certain nombre de figures marquantes. Ces éléments fondamentaux sont la prédication, l'étude, la vie commune, la liturgie et la prière, et le mode très particulier de gouvernement. Je voudrais évoquer donc peut-être quelques noms, mais au moins un peu longuement, de ces figures de l'après-concile, et c'est celle du frère Vincent de Quénongle, qui fut maître de l'ordre de 74 à 83, mais qui eut un rôle important à la curie généraliste de l'ordre à partir de 66, lorsque son prédécesseur, le frère Aniceto Fernandez, l'appela à Rome comme socius, c'est-à-dire assistant des provinces de langue française et responsable des études dans l'ordre. Vincent de Quénongle est né en 1916 à Quimper. Il reçut l'avis de l'ordre pour la province de Lyon à l'âge de 20 ans en 1936. Il étudia au studium de la province dominicaine de Lyon à Saint-Alban-l'Est et 2 ans au Sauchoir. Il fut ensuite pendant 20 ans professeur de philosophie et de théologie morale, régent des études de sa province de 54 à 61, promu maître en théologie en 59. Et en 66 et jusqu'en 83, fin de son mandat de maître de l'ordre, il est à Rome au service de l'ordre tout entier. Il fut en outre vice-président de l'Union des supérieurs généraux alors que le père Aroupe, général des Jésuites, en était le président, et il fut ensuite président de cette Union supérieure générale pendant la dernière année de son mandat de maître de l'ordre. Il est un peu difficile en si peu de temps
de dresser un portrait un peu complet de Vincent Prénom. Son gouvernement fut marqué par de belles capacités à encourager les frères, à tenir ensemble la fidélité à Saint-Dominique et aux propos de l'ordre et la créativité dans un monde qui changeait considérablement, à rappeler, comme je le disais tout à l'heure, les grands fondamentaux de l'ordre, à décider, car c'était un homme de gouvernement et d'institution au grand sens de ces termes. Il avait pris part sous le gouvernement de son prédécesseur à la refonte de nos constitutions, et ce qui caractérisa son mandat, c'est également et principalement ses messages et lettres aux frères de l'ordre qui ont marqué l'ensemble de la famille dominicaine, mais aussi l'ensemble des religieux. Dans une période assez troublée dans l'ordre, la formule de sa première lettre aux frères, le courage du futur, en janvier 1975, a eu un très grand retentissement. Il y rappelait qu'entre 65 et 75, 700 dominicains prêtres avaient quitté l'ordre. 700. Il y rappelait, en donnant le chiffre, dans la lettre, sa première lettre à l'ordre, avaient quitté l'ordre et le sacerdoce. Et il appelait cependant les frères à jeter un regard neuf sur les choses et sur les circonstances et à se disposer au changement, à fortifier leur espérance. À Noël 75, il insistait sur 3 préoccupations: la vie intellectuelle, la présence dominicaine dans les différents champs de la mission et la prière. Le ton très direct de ces lettres est frappant, pas de langue de bois. Il nomme les choses telles qu'elles sont, dit franchement ce qu'il pense et pose des questions essentielles. C'est ainsi que sa lettre sur la formation des jeunes dans les communautés religieuses, à une période où il n'y avait pas beaucoup de vocation, il pose d'emblée la question: nos communautés rebutent-elles les jeunes? Et pourquoi? Que cherchent les jeunes qui pensent à la vie religieuse? Et à quelles conditions une communauté peut offrir aux jeunes un milieu favorable? Vincent Prémont l'a offert alors, dans les années 70-80, la possibilité pour l'ordre de se tourner vers l'avenir avec courage, dans une véritable fidélité à ces éléments fondamentaux de vie depuis les origines. Et il est intéressant de l'évoquer au cours de ce 8e centenaire. Il a parlé du courage du futur. Il est, à mon sens, une grande figure marquante du courage du présent. Ce que nous souhaitons vivement pour notre ordre aujourd'hui.